Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Venez, on va s'expliquer. Une émission aujourd'hui largement consacrée à la transition énergétique puisque à l'heure où les politiques publiques d'Emmanuel Macron sont scrutées à la loupe par tout le monde, que ce soit les agences internationales de notation, l'opposition, les Français, eh bien se pose la question du financement de ces ambitieuses politiques publiques. Et alors que pendant longtemps, il a été reproché au gouvernement français son inaction en matière de transition écologique, Elisabeth Borne a dévoilé la semaine dernière la vision d'ensemble du gouvernement sur la trajectoire de décarbonation de la France d'ici à 2030, en attendant le grand plan d'action prévu pour fin juin. Mais pour autant, aucun commentaire n'a été fait sur le financement de cette transition. Dès lors, nous sommes en droit de nous demander si la France est prête pour réaliser cette transition énergétique et si elle a notamment les moyens de ses ambitions en matière de transition énergétique. Et bien pour tenter d'y voir plus clair, pour tenter de répondre à ces questions, je suis, comme à mon habitude, entouré par Philippe Béchade et Charles Sana. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour à vous deux. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, Philippe, vous êtes rédacteur en chef de La Bourse au quotidien, c'est un site internet. Charles, vous êtes éditorialiste et économiste, fondateur du site Insolentiae.com. Charles, on va commencer avec vous et pour poser le décor, pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce qu'il faut faire une transition énergétique ? Non, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Aucune idée. Donc on nous enchaîne un certain nombre de poncifs en nous disant le CO2 c'est pas bien. Donc on va uniquement raisonner par rapport à un seul item, un seul critère, le CO2. Alors excusez-moi d'avoir une vision extrêmement différente et beaucoup plus nuancée, c'est-à-dire que je ne peux pas imaginer un seul instant que la machinerie planète Terre, aussi complexe que le climat de la planète Terre, avec des océans, avec une atmosphère, avec des courants marins, des courants aériens, avec des volcans, avec du permafrost qui fond en Sibérie, avec des dégagements de méthane, avec toute cette machinerie hyper complexe qu'est le climat planétaire, vous ne pouvez pas, en aucun cas, de manière scientifique, crédible et cohérente, le réduire et réduire cette machinerie à un seul item, le CO2. C'est absolument pas crédible, ni techniquement, ni scientifiquement. Donc, à votre question très précise, pourquoi faire cette transition énergétique, le marqueur du CO2, etc. Là aussi, j'ai une vision extrêmement différente des choses. C'est que cette histoire de CO2 est une fausse barbe et un faux nez. La réalité, c'est qu'il faut se passer des énergies fossiles. Et pourquoi il faut se passer des énergies fossiles ? Pas parce que les énergies fossiles, c'est pas bien, tout le monde n'en a rien à faire, et nos gouvernants n'en ont strictement rien à faire du climat, sinon ils ne feraient pas la guerre en Ukraine, d'accord ? S'ils avaient quelque chose à faire du climat, ils ne feraient pas la guerre en Ukraine. Vous pouvez toujours faire pipi sous la douche pour sauver l'eau et la planète. Vu ce qu'on est en train de se bombarder en Ukraine avec des obus à uranium enrichi, à uranium appauvri, etc., je peux vous assurer que le bilan carbone de la guerre en Ukraine est absolument effroyable. Bon, mais avant, vous aviez eu le bilan carbone de la guerre en Syrie, de la guerre en Irak, de la guerre en Afghanistan, etc., etc. J'en passe, c'était meilleur. Donc tout ça est une vaste foutaise. La réalité, c'est que nous allons vers une forme de raréfaction des énergies fossiles. Je rappelle qu'en 2030, il n'y a plus de pétrole en Arabie Saoudite. Or, le pétrole saoudien est le plus facile, par exemple, et le moins cher à extraire. Donc, quand vous passez du pétrole saoudien, vous passez d'une ressource abondante et peu coûteuse d'énergie fossile. Donc, la lutte contre le CO2 est en réalité une manière de cacher. Je suis navré, j'ai un retour son qui est très désagréable. La lutte contre le CO2 est en réalité une manière détournée d'expliquer que nous n'avons plus d'énergie fossile, sans expliquer que nous n'avons plus d'énergie fossile abondante et peu coûteuse. Je suis à peu près sûr que si nous avions un stock d'énergie fossile illimité, nous continuerions à le brûler sans vergogne. Voilà. Donc après, sur votre question, à quoi sert la transition écologique ? Objectivement, à rien. Climatiquement parlant, oser résumer la machine climatique de la planète Terre à un item qu'est le CO2,
est la plus vaste escroquerie intellectuelle et scientifique au monde, mais on est tous censés dire amen, 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 bien sûr, le CO2, le CO2, le CO2. Et c'est comme si je vous ramenais votre état de santé général à votre taux de vitamine C dans le sang, quoi. Alors effectivement, si on s'intéresse aux dernières études, je vais préciser votre propos parce que j'imagine déjà des personnes sauter sur leur canapé à entendre ces propos. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le CO2 participe au réchauffement climatique, mais qu'il n'est pas la cause des effets de serre, que la cause de l'effet de serre, à 80% quasiment, c'est la vapeur d'eau. Donc en fait, ce que j'ai cru comprendre, moi, c'est que le réchauffement climatique, le CO2 n'est pas la cause du réchauffement climatique, mais il participe à son accélération. Et je crois qu'il faut vraiment peut-être expliquer qu'effectivement, c'est pas le CO2 qui est la cause, mais qu'en tout cas, il est un facteur qui participe au réchauffement climatique actuel. Même si la Terre, il y a plusieurs milliers d'années, je crois, les températures étaient de l'ordre de 10 degrés supérieures à ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc, on est dans une activité cyclique. Les températures, c'est cyclique sur Terre. Historiquement, le CO2 participe actuellement en partie au réchauffement climatique. C'est ce que je pense avoir compris. Est-ce que, Philippe, vous êtes d'accord avec ça ? Ah oui, tout à fait. Sur les 80% d'effets de serre liés à la nébulosité, ouais, je pense que là, c'est une réalité scientifique qui est largement admise. Cette obsession, la répétition de ce mensonge obsessionnel du CO2, eh bien, Cocorico, c'est parce que c'est un groupe de savants ou de sachants français qui a, à la fin des années 90, modélisé une augmentation de la température terrestre. On l'a constaté déjà depuis les années 70-75. Ils ont cherché à modéliser quelque chose qui expliquait ce que l'on avait constaté, mais ce n'est qu'une modélisation. Et les modélisations du GIEC, je le dis, s'ils m'entendent, eh bien je leur dis bien en face, elles sont fausses. Fausse, c'est démontré maintenant. Les paléoclimatologues ont démontré par exemple que le CO2 ne provoque pas de réchauffement, mais est une des conséquences du réchauffement qui lui-même provient des cycles d'activité solaire. Alors on a une lecture très fine du climat sur les 30 000 dernières années, c'est-à-dire à peu près le temps de peuplement, je dirais pas quasi sédentaire, mais pratiquement permanent des zones tempérées en Europe. Bon, les glaciers descendaient au-delà de Lyon il y a 30 000 ans, on chassait le renne à Sarlat, le mammouth laineux, etc. Et 50 000 ans auparavant, on chassait le rhinocéros et la girafe dans les mêmes régions. Voilà. Il y a 10 000 ans, il y avait quasiment plus de glace sur le Groenland. Il n'y avait plus de calottes glaciaires, il n'y avait plus de glace non plus dans les glaciers sur les Alpes. Enfin, on a connu des réchauffements plus importants et où le carbone suivait systématiquement le réchauffement et on observait évidemment une multiplication des pollens, on les retrouve dans les strates de glace, etc. Alors aujourd'hui, ce qu'on retrouve beaucoup dans les 50 dernières années, quand on fait des carottages dans nos glaciers, effectivement, c'est des particules. Des particules, c'est-à-dire que la pollution qu'émettent les usines, on ne retrouve pas de CO2. Là, il y a un vrai phénomène qui est une pollution. Le ciel plombé, vous avez ça au-dessus des villes. Donc à un facteur météorologique normal, finalement, par rapport à des choses, s'ajoute l'activité humaine, les conséquences de l'activité humaine. C'est ce qu'on appelle l'effet anthropique. Mais les modèles du GIEC sont faux. Et les matraquer à l'envi, parce qu'on est incapable aujourd'hui de revenir sur le narratif, parce qu'on a tellement menti aux gens qu'on n'a plus le choix que de mentir jusqu'au bout. Et je lisais hier une étude, puisque le GIEC, on lui dit « mais non, vous avez faux ». Eh bien là, ils en mettent une couche. J'ai lu un papier, c'est pas de 4 degrés que ça va se réchauffer d'ici dans 2100. Vous ne croyez pas à nos modèles ? Eh bien ça sera 8 degrés 5. Et vous en pensez quoi, vous? Je pense que ces gens-là, ce sont des politiques, ce ne sont pas des scientifiques. Et d'ailleurs, le rapport du GIEC aujourd'hui, il est plus produit par des scientifiques. C'est pas revu par les pairs. Ce n'est pas validé scientifiquement. C'est un document
politique. Alors maintenant, réduire le CO2, on sait que c'est pas ça qui changera grand-chose au climat, et d'autant moins que si en France on fait tous les efforts, nous, la France, le pays déjà le plus décarboné d'Europe, je dis bien, nous sommes le plus décarboné. Alors il y a une partie de cette décarbonation qui s'explique parce que nous avons exporté toutes nos industries. Sur les transports, on est très très mal classé. Alors on est moins bien placé que la Suisse. Je vous l'accorde. Mais globalement, vu la baisse de l'activité industrielle en France, on est quand même largement décarboné. Et on va quand même faire des efforts pour améliorer la performance énergétique de nos logements, éventuellement remettre plus de camions sur le rail. Moi, je veux bien, ok ? Et la Gigafactory, usine de batterie, elle est très très bien cette Gigafactory, puisque tous les éléments qui vont être assemblés sont fabriqués en Chine. C'est-à-dire que tous les métaux, ça crée de la pollution. Je ne dis pas forcément du CO2, je dis ça crée de la pollution. Ça reste en Chine, ça vient chez nous par bateau à Dunkerque, et ça sera assemblé à Dunkerque avec des machines qui viennent d'Allemagne ou je ne sais pas où. En tout cas, il n'y a rien de français dans la Gigafactory. Je referme la parenthèse pour en revenir à la décarbonation, et je vais laisser la parole à Charles. Donc, nous allons faire de gros efforts pour nous décarboner, alors que nous sommes déjà les plus décarbonés. Pourquoi c'est nous qui continuons de nous infliger ça ? Et si jamais nos 36 ou 38 millions de ménages avaient des logements catégorie CBA au lieu de D, E, F, G et majoritairement FG, si on faisait tout bien, on aurait un impact sur le climat quasi nul parce que chaque fois que 35 millions de Français se retrouveraient avec des logements parfaitement performants, vous auriez chaque année 30 à 40 millions de personnes sur cette planète qui ont accès à la climatisation et qui se mettent à consommer de la climatisation, non pas comme nous du chauffage d'octobre à mars, mais dans des pays chauds. Cette climatisation, elle fonctionne toute l'année, 365 jours par an, et ces gens-là vont pas revenir en arrière une fois que vous avez découvert la climatisation et que ça permet de travailler de façon un petit peu plus intensive et efficace. Eh bien, vous avez chaque année autant de gens qui accèdent à la climatisation et qui émettent du CO2 entre guillemets que de Français qui vont moins polluer. Donc on a bien compris que cette transition énergétique existe, elle est en cours, de toute façon, quoi qu'il arrive. Elle est un sujet peut-être plus politique que scientifique, que météorologique, mais en tout cas, elle est dans les tuyaux, quoi qu'il arrive. Elisabeth Borne, comme je le disais en introduction, a dévoilé le plan du gouvernement pour atteindre 37%, je crois 38% d'émissions en moins de CO2 d'ici à 2030. Donc on comprend que les enjeux sont énormes, mais les enjeux sont si importants qu'ils vont forcément coûter quelque chose. Charles, est-ce qu'on connaît le coût de cette transition énergétique ? Écoutez, personne ne connaît ni le coût de la transition énergétique, ni même le nombre de degrés futurs à un horizon plus ou moins lointain. Tout ceci, encore une fois, est une vaste fumisterie. Vous ne pouvez pas modéliser une augmentation des températures dans la machine climatique planète Terre en prenant qu'un seul paramètre qui est le CO2. De la même manière, je ne peux pas prévoir votre température corporelle dans 10 ans en regardant votre taux de vitamine C, A ou B dans votre sang. Ça n'est pas possible, ça n'est pas crédible. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Vous avez dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Vous avez dit la transition énergétique, elle est lancée. De toute façon, on va la faire, c'est comme ça. Eh bien non, justement, là aussi, les sujets qui ne se discutent pas me posent un énorme problème d'un point de vue intellectuel. Tout se discute. Et donc, les sujets abordés de manière politique, scientifique ou de manière médiatique, en partant du principe que ça ne se discute pas, c'est engagé, et quoi qu'il se passe, nous irons jusqu'au bout, avec la collision, dans le mur, mais en klaxonnant et en riant, c'est absurde, et moi je ne rentre pas là-dedans, et je dénonce ce genre de méthode. Encore une fois, est-ce qu'il y a un réchauffement climatique ? Disons que oui, c'est pas un sujet, moi je conteste même pas la notion de réalité du réchauffement climatique. Certains le font, je vois pas d'ailleurs pourquoi on n'aurait pas le droit de le faire et que ceux qui veulent critiquer ou contester la notion même de réchauffement climatique doivent avoir le droit de le faire. Je rappelle quand même qu'à un moment donné, il y avait des gens qui contestaient
le fait que la Terre était plate pour dire qu'elle était ronde. Bon, on voulait les envoyer au bûcher. Donc, on est un petit peu plus civilisé aujourd'hui, on n'envoie pas au bûcher, mais enfin, tout doit pouvoir se discuter, même les pires âneries, hein, c'est ça la liberté de parole et la liberté de penser, même si ça dérange. Bon, moi, en l'occurrence, je rentre même pas dans ce débat. Partons du principe que le réchauffement climatique soit juste. Votre question est combien ça va coûter pour un réchauffement dont on ne connaît en aucun cas l'ampleur, quand bien même il existe, on ne connaît pas l'ampleur. Et je vais amener un autre élément de réflexion avant de répondre à combien ça va coûter. Parce que avant de savoir combien ça va coûter, il faut savoir ce qu'on veut faire. Et ce que je trouve extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'on vous dit il va y avoir un réchauffement climatique. Alors, on a commencé par plus 4,5, et puis finalement, Philippe nous dit qu'ils ont dit que ça serait plus 8,5. Mais alors, la question à plus 8,5 de réchauffement climatique, et je prends à témoin l'ensemble de ceux qui nous écoutent, intellectuellement, si ce que dit le GIEC est vrai, alors moi, je vais prendre le GIEC à son jeu, et ce que dit le GIEC est vrai, et nous avons plus 8,5 de réchauffement climatique à horizon, je ne sais pas trop quoi. Bon. Eh bien, la bonne question, c'est pas de savoir comment je décarbone, c'est même plus la question en fait, puisque a priori le réchauffement à plus 8,5 il est acté. Donc la bonne question, c'est savoir comment moi je m'adapte en tant que Français, en tant que collectivité française, en tant que collectivité européenne, comment nous on s'adapte à plus 8,5. Alors est-ce qu'on commence directement à construire des énormes bassines pour stocker de l'eau les rares fois où il pleuvra? C'est ça, hein, s'adapter à un monde à plus 8,5. On arrête tout, on n'isole surtout pas les bâtiments, on commence à creuser des grands trous, soit pour s'enterrer, pour être toujours au frais, en sous-sol, à moins 12 degrés, à 12 degrés. Vous savez, quand on est enterré à moins 50 mètres, on a toujours 10 ou 12 degrés. Hein, donc on aménage le gouffre de Padirac pour pouvoir s'y réfugier. On se fait des grands parkings, on arrête de construire des buildings dehors, on se construit des trucs en sous-sol, on fait des grands trous pour retenir l'eau, on prépare des grands camps pour pouvoir accueillir tous les réfugiés climatiques de la Terre, en veux-tu, en voilà. Moi, à ce moment-là, je vous dis pourquoi pas. Au moins, j'ai une cohérence intellectuelle. D'accord ? Avant de tous aller vivre dans des troglodytes, en quelque sorte, ce que je comprends de ce que vous nous dites, c'est que cette transition, en fait, elle induit, c'est une révolution, en fait. Elle induit un changement sociétal, un changement juridique, un changement économique. Tous les paradigmes de base vont tomber pour en créer de nouveaux. Du coup, par la force des choses, on peut quand même s'imaginer un peu, on peut estimer le coût de cette transition. Je crois que c'est Jean Pisani-Ferry qui l'estimait à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Alors effectivement, puisque de toute façon, lui, je crois qu'il l'estimait à environ 40 milliards d'euros, je crois, quand d'autres montent à 80, 100 milliards. Donc en fait, en réalité, les chiffres sont complètement dans le flou, mais ça a quand même un coût. Du coup, vous, comment est-ce que, Philippe, vous imaginez, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le coût de cette transition énergétique, vous, Philippe ? Alors, je vais prendre quelque chose de totalement anti-scientifique, mais puisque avec le GIEC, on est habitué maintenant à la raisonner uniquement sur des mots d'ordre politique. Donc, le coût médian est estimé à 67 milliards par an. Donc d'ici 2030, il nous reste 6 ans. On arrondit à 500 milliards d'ici 2030. Pourquoi pas ? Pourquoi pas 500 milliards ? Après tout, c'est 500 milliards, je dirais, qui vont donner du travail. Il va falloir isoler 10 millions de logements, il va falloir peut-être rénover notre réseau électrique pour qu'il y ait moins de déperdition. L'eau, on l'a évoqué, c'est un vrai scandale. L'eau perdue dans un réseau un peu obsolète, avec des tuyaux en fonte qui sont fissurés, qui perdent énormément. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, à propos de l'eau, tiens, ça me vient comme ça. Donc, il tombe 512 milliards de mètres cubes en moyenne par an sur la France. Et on en récupère seulement 4,5 milliards, c'est-à-dire 0,8%. Je rappelle qu'en Israël, où le climat est justement 8,5 degrés plus élevé que le nôtre, c'est 30% des eaux de pluie qui sont récupérées. 30% de 512 milliards de mètres cubes, je ne sais pas comment on ferait même pour en stocker le 10e. Donc,
comme nous on récupère 0,8% de l'eau de pluie et les Israéliens 30%, et je dirais que dans les pays pourtour méditerranéens on récupère au moins 20% des eaux de pluie, entre 0,8% et 20% nous avons de la marge, je pense, avant de penser à dessaler les océans pour que nous puissions prendre une douche ou un bain. Donc là on peut aussi se calmer sur ces histoires de manque d'eau en France, mais là encore vous avez bien compris que c'est à nouveau un matraquage d'éléments de langage que vous entendez sur toutes les chaînes de télé, soit d'État, soit appartenant à des gens qui ont de gros intérêts à tenir le même discours que le discours officiel. Alors moi je reviens donc à cette transition, à 67 milliards par an, ben ça va être 67 milliards quand même de travaux, de matériel installé, d'heures de travail, et tout ça, régulé par un truc que les énarques adorent, c'est des normes. On va pouvoir pondre des normes et mettre tout le monde dans le moule et vérifier que toutes les normes sont bien appliquées sur l'isolation, sur la quantité d'électricité qui arrive au final quand on a mis 400 000 watts, 400 000 volts, et qu'à la fin, après transformation, on s'aperçoit qu'on a perdu 30% de l'énergie produite. Il y a quand même un problème, donc on va là aussi faire un effort, on va rénover tout ça. Donc c'est pas de l'argent versé dans le sable ou transformé en armes qui vont aller péter où vous voulez au Yémen, en Ukraine, etc. Donc c'est quand même de l'activité que l'on crée. Donc c'est une bonne nouvelle. Vous dites, Philippe, si je vous entends bien, que cette transition énergétique sera source de grands travaux, et donc par la force de choses, même si actuellement on vient de voir ce matin que le PIB français continue de se renforcer, donc tout ça est une très bonne nouvelle, mais donc ça pourrait créer de l'activité, donc finalement par ça va aussi créer de l'activité pour France Trésor, parce que comme on n'a pas le premier radis pour financer... Alors, l'agence France Trésor, c'est l'agence qui est chargée d'émettre de la dette au nom de la France sur les marchés financiers. On émet 270 ou 275 milliards cette année. Donc, après tout, on peut toujours rajouter 67 milliards tous les ans. Et je vais vous dire un truc que je soupçonne. Si jamais, pour assurer cette transition énergétique, on crée 67 milliards de déficit, mais qu'on commande du matériel en Allemagne, en Belgique, en Italie, chez nos amis européens, vous allez voir que ça va très bien se passer. On espère que ça se passera très bien. Charles, ce modèle économique, cette refonte, cette politique de grands travaux, comme le dit Philippe, finalement, c'est source d'emploi, c'est source d'activité, c'est plutôt une bonne nouvelle en conséquence. Oui, c'est-à-dire qu'en ex-Union soviétique, on ne manquait jamais d'activité. Je vous rappelle que le Politburo décrétait des objectifs normatifs de production de blé, de baguettes de pain, de voitures et tout ce que vous voulez. Bon, et finalement en Occident, on roulait en belle Chevrolet aux États-Unis, en superbe BMW en Allemagne. Nous avions quand même Peugeot et Renault qui étaient de beaux constructeurs. Et puis, en ex-URSS, vous aviez l'ADA et les Trabants. Et il fallait attendre 3 ou 4 ans avant de pouvoir toucher votre premier véhicule. Donc, non, décréter de l'activité n'a jamais permis de construire une économie saine. Donc, moi, je remercie Philippe d'avoir chiffré de manière médiane à 67 milliards par an le coût de la transition écologique et énergétique. Je compléterai simplement en apportant un autre élément de réflexion complémentaire, qui est de dire on peut donner un chiffre. Hein, et Philippe, lui, il vous a fait un chiffre médian en disant voilà, ça va de ça à ça, donc la moyenne, c'est ça. Et c'était, je trouve, la meilleure manière de donner un chiffre. Néanmoins, pour pouvoir donner un chiffre réel dans lequel on peut croire et qui soit crédible, encore faut-il que l'on sache ce que l'on veut faire. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez faire comme transition énergétique ? Imaginons qu'on aille encore une fois à plus 8,5. Je vous dis qu'isoler les bâtiments, c'est pas le sujet. Il faut nous enterrer déjà et faire des cités souterraines pour nous mettre à l'abri d'un soleil de plomb absolument terrible et effroyable. Donc, qu'est-ce qu'on veut construire ? Vous parliez d'infrastructures, très bien. Quelles sont les infrastructures que l'on veut construire ? Dites-moi ce que vous voulez construire.
Dites-moi de quoi nous avons besoin et je serai capable de vous dire combien ça coûte. Si vous me dites il faut qu'on aille sur Mars parce que la planète Terre va être inhabitable, eh bien le coût pour aller coloniser Mars ne sera évidemment pas du tout le même que le coût pour coloniser notre sous-sol et faire des grands parkings ou réutiliser ceux de la défense et pas les buildings en surface. Donc tout ça, ça doit se discuter, ça doit se penser. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on est dans une espèce de folie où on vous assène un objectif, on vous assène des vérités en vous disant il faut isoler tous les bâtiments, mais là aussi, techniquement, technologiquement parlant, isoler un bâtiment ne sert pas à grand-chose. Alors ça y est, j'entends tout le monde hurler, vous ne pouvez pas dire ça. Eh bien si, je peux le dire, et une fois que je l'ai dit, parce que moi justement, affirmation ne vaut pas argumentation. Je ne vais pas dire c'est plus 8,5, on va tous mourir dans d'horribles souffrances climatiques. Je vais essayer d'argumenter l'affirmation que je viens de vous faire. Quand vous êtes dans un logement et que vous souhaitez respecter les normes de ce logement, les normes de décence et les normes sanitaires, vous êtes obligé de renouveler l'air toutes les heures. Et jusqu'à preuve du contraire, l'air provient de l'extérieur. Donc, quand vous êtes en plein hiver et que vous avez dans vos superbes fenêtres double vitrage, triple vitrage, quadruple vitrage même, des grilles d'aération, c'est-à-dire des trous de 20 cm de long qui laissent rentrer l'air froid pour ventiler votre logement et qui va remplacer la totalité de l'air de votre logement par de l'air froid qui vient de l'extérieur et qu'il va falloir chauffer à nouveau, parce qu'il faut bien ventiler votre maison, votre appartement, votre logement, eh bien, vous pouvez toujours isoler votre maison avec 50 cm d'épaisseur de laine de verre, 200 mètres d'épaisseur de laine de roche à la dernière technologie. Si toutes les heures, vous remplacez votre air chaud par de l'air froid, votre isolation va légèrement perdre en efficacité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il faut cesser les incantations, il faut refaire de la science et de la technique là où nous devons faire de la science et de la technique, et on doit définir des objectifs. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et arrêter de vouloir dépenser des centaines de milliards d'euros pour isoler des façades qui vont faire économiser en termes d'énergie au mieux 10% à la fin de l'année, avec des sommes considérables qui vont être dépensées pour réussir à atteindre un gain au maximum de 10%. Je vous le dis autrement, il faut arrêter tout de suite les travaux d'isolation, tout de suite, ça ne sert à rien. Vaut mieux construire 20 centrales nucléaires. Ça sera beaucoup plus rentable collectivement. Donc là aussi, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut électrifier nos usages, on veut cesser le fioul, le gaz, etc. Donc on veut décarboner nos usages, et donc décarboner nos usages, ça signifie électrifier notre économie. Et donc électrifier notre économie, si on veut que notre économie soit décarbonée, ça ne veut pas dire qu'on va électrifier en mettant des centrales à gaz ou des centrales à charbon ou des centrales à fioul. Donc ça veut dire soit des énergies renouvelables, solaires ou éolien, soit de l'énergie nucléaire, qui est peut-être radioactive, mais qui en attendant ne produit que de la vapeur d'eau. Alors en ce qui concerne les centrales nucléaires, parler de, je ne sais pas si Charles nous parle de 50 centrales ou de 50 réacteurs. Les centrales, c'est entre 2 et 4 réacteurs. Alors, je vais mettre tout le monde à l'aise. 50 centrales, ou plutôt 50 réacteurs, c'est beaucoup d'argent. Oui, c'est exactement ce que les Allemands ont investi dans l'éolien depuis 20 ans, pour une rentabilité énergétique qui est de 10%. Je pense que c'est même moins, mais voilà, on ne va pas se battre. On va dire que c'est 10%. Donc le parc éolien, à investissement égal, produit 10 fois moins d'électricité que ce qu'auraient produit des centrales nucléaires en Allemagne. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà. Donc si ça avait été fait en Allemagne, on n'aurait vraiment aucun problème énergétique. Les éoliennes posent un autre problème, et on s'en aperçoit donc avec les nouveaux champs d'éoliennes offshore, c'est que quand ça produit beaucoup à des moments de la journée où on n'en a pas vraiment besoin,
ça fait tomber le prix de l'électricité à zéro. Alors évidemment, ça devient difficile de calculer l'amortissement quand vous avez des fluctuations extrêmement importantes du prix du courant. Puis surtout, c'est non pilotable. C'est-à-dire que des fois, les éoliennes, elles sont quasiment à l'arrêt. Puis là, faut remettre quelque chose en face. Donc, on le sait tous, hein, il faut remettre du pilotable en face. Le nucléaire, c'était du 100% pilotable. Et on pouvait donc là réguler le courant de façon à avoir un coût de vente. On va dire que ça aurait pu être du 15 ou du 20 euros le mégawatt, on était très très bien avec ça. Et là on se retrouve avec des éoliennes qui ont coûté aussi cher que 50 réacteurs nucléaires, avec des pics de production qui font que l'électricité tombe quasiment à zéro, puis à ce coup ça remonte en flèche parce que les éoliennes sont à l'arrêt. Enfin, c'est quelque chose qui a été d'une inefficacité totale et que l'on a quand même construit au nom justement de la décarbonation. Mais comme c'est pas pilotable, il a fallu qu'on mette du carbone en face pour boucher les trous. Mais j'en reviens à ce que je disais aussi. N'oublions pas que si les Français font tout bien, mettent 200 mm de laine de roche partout, ça ne va jamais économiser le carbone des dizaines de millions d'habitants de la planète qui, je le répète, se mettent à la climatisation chaque année. Et qu'est-ce qu'on va leur dire à ceux-là ? Vous arrêtez de produire du CO2 ? Mais enfin, il faut qu'on arrête, nous, de se taper dessus, de s'envoyer du fouet avec des clous. Mais ça n'a strictement aucun sens. Effectivement, il faut réfléchir à ce que l'on veut faire. Et je pense que nous, ce qu'on devrait chercher en priorité, c'est à développer des business et des technologies, pas forcément pour décarboner, mais pour dépolluer. Parce que alors là, par contre, qui peut contester aujourd'hui ce qu'est la pollution avec ces océans de débris plastiques, hein, qu'on appelle ça des 6e ou 7e continents. Septième continent de plastique au milieu des océans. Vous avez certains fleuves en Asie, je les ai vus, ce sont des fleuves de débris plastiques, de bouteilles, etc. Vous avez eu des images d'ailleurs très frappantes prises sur le vif, si j'ose dire. Le dernier camp de base avant de se lancer à l'assaut, donc les 800 derniers mètres de dénivelé pour atteindre le sommet de l'Everest. Cette année, il y a eu un record d'affluence, c'est devenu une gigantesque décharge à ciel ouvert. Moi qui ai fait plusieurs fois le Mont Blanc ou les sommets alentours et qui ai bivouaqué, je peux vous assurer que j'ai observé des champs d'épandages à 3... Oui, pas besoin d'aller faire le Mont Blanc, le Mont Valérien juste à côté, effectivement, est jonché de canettes, de débris de plastique, etc. Il nous reste peu de temps, Philippe, très peu de temps. On a un vrai enjeu, la dépollution des eaux. La dépollution des eaux, la dépollution de l'air. Et là, c'est pas le carbone qui flanque des cancers, c'est les particules qui s'échappent des cheminées. Là, il y a un vrai enjeu et de santé et de disponibilité de la ressource eau. Il suffit de la recycler. Nous, en région parisienne, on pourrait recycler pratiquement 100% de l'eau qu'on consomme. Voilà des pistes là où on va dépenser de l'argent de façon utile. Dépolluer les océans, dépolluer les rivières, dépolluer les nappes phréatiques. Voilà un vrai enjeu où on verrait un impact sur la santé publique, alors que la décarbonation n'aura strictement aucun impact sur la santé publique. Et les réchauffements climatiques, heureusement qu'il y en a eu, ça a permis à des zones désertiques de redevenir vertes. Et puis il y a des zones qui étaient un peu vertes qui sont devenues un petit peu plus désertiques. Et puis on cultive autre chose. Exactement, Philippe, je vous remercie pour ce point de vue intéressant. On va finir, alors messieurs, comme je vous le disais, il reste peu de temps, hein, du coup une dizaine de minutes. Juste, donc on a bien compris que le mouvement est engagé quoi qu'il arrive. Est-ce que le mouvement est engagé ? On l'a bien compris. Alors, Philippe, vous disiez que la France était parmi les premières en décarbonation. Alors, il y a différentes études, mais bon, c'est pas la France est dans les 10 premières, mais en queue de peloton. Du coup, pourquoi la France prend du retard malgré tout par rapport à d'autres pays comme la Suède, la Norvège, le Danemark, la Suisse ? Pourquoi est-ce que la France prend du retard et est-ce que tout simplement
Philippe, est-ce que tout simplement la France n'est pas pro-fossile et que finalement, par la force des choses, de toute façon, ça traînera le temps que le lobby des fossiles ne se mettra pas un peu plus d'eau dans Arrêtez que le lobby des fossiles. Le vrai lobby, c'est le lobby des éoliennes, enfin, qui depuis des décennies pousse ses pions, corrompt les députés européens, les mairies, les départements. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. La France est un pays corrompu, d'autres pays sont corrompus, et on sait tous qui corrompt. Et on sait tous que c'est pas efficace énergétiquement et qu'on n'atteint certainement pas le but de la décarbonation. Alors maintenant, vous situez la Suède, la Suisse, la Norvège. Bon, la Norvège, c'est plus de 50% de l'électricité produite hydroélectrique. Si vous prenez l'Islande, c'est 50% géothermique, 50% hydroélectrique. Là, il y a zéro carbone, forcément. Voilà. Et ça ne veut pas dire que la France est pro-carbone parce qu'elle ne produit pas 50% d'hydroélectrique. Nous, on était au nucléaire, on en a beaucoup parlé, on n'y revient pas. On est d'ores et déjà le pays pratiquement le plus décarboné en termes de production industrielle. Alors, parce qu'on n'a plus d'industrie, ça c'est vrai. L'autre chose, et là par contre, c'est que la France est également un pays qui produit peu de particules. Si vous nous comparez à l'Allemagne, à la Pologne, aux Pays-Baltes, etc., Roumanie aussi, on produit très peu de particules. Donc je dirais que l'air en France, il est plus sain qu'il ne l'est en Pologne. Le problème, c'est que les particules qui viennent de Pologne et d'Allemagne, elles nous reviennent dans le nez en région parisienne. Donc alors là, on nous interdit de circuler avec des véhicules critères 3 à 4, etc. Les particules ne s'arrêtent pas aux frontières comme le nuage de Tchernobyl. Voilà, et ça c'est une vraie pollution et c'est un vrai enjeu de santé publique. Et c'est pas un enjeu de réchauffement. Alors, je tiens à préciser, quand vous dites que la France est un pays corrompu, il y a un classement qui sort sur 117 pays, la France est classée 21e, donc c'est pas bien, c'est pas mal, mais c'est pas bien non plus. Mais donc, je tiens à le préciser quand même pour mettre dans le contexte, 21e, c'est pas très bien pour un pays développé, mais c'est parmi les derniers du pays de l'OCDE. Je tiens à préciser, Charles, la France pro-fossile ou pas ? Pardon, j'ai pas entendu. La France, pays pro-fossile, et du coup la transition énergétique va prendre du temps, on va débattre, on va se faire la navette entre politiques, entre scientifiques, entre économistes, etc. Ça va prendre du temps. Mais bien sûr, ça va prendre du temps. Vous avez prononcé le mot transition. Une transition, c'est un processus. Et un processus, ça prend du temps. Et on ne change pas son économie en passant d'énergie 100% fossile à une électrification à 100% aussi bien de ces usages de mobilité, donc les voitures électriques. On est en train de passer des voitures à énergie thermique aux voitures à énergie électrique. Bon, ça peut pas se faire en un claquement de doigts. Vous avez énormément de problèmes. Des problèmes de ressources, des problèmes d'infrastructure, des problèmes de fabrication, des problèmes de prix d'achat, etc., etc. Donc, vous avez énormément de problèmes qui font qu'aujourd'hui, dans le processus de transition, on est bien dans une notion de processus. Et ce processus, il va, de manière générale, de l'utilisation massive d'énergie fossile abondante et pas chère, vers l'électrification massive de nos usages. Voilà la réalité. Et le CO2, ça sert juste à donner une justification au fait de forcer les gens à mettre maintenant 5 jours pour faire un Paris-Cannes en voiture électrique, à dépenser 4 fois plus cher sur les bornes de rechargement d'autoroute qui ne sont pas en nombre suffisant, un week-end de grand départ et un week-end d'affluence du mois d'août ou du mois de juillet ou du mois d'août. Donc, tout ça est très compliqué, tout ça va prendre du temps, tout ça aujourd'hui est profondément idéologue et manque beaucoup de pragmatisme. Et donc, ça va finir par se discuter, c'est-à-dire que face au mur de la réalité, de toute manière, il y aura des adaptations. Regardez ce qui a commencé, Philippe a évoqué les histoires de voitures critères 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, la mairie écologiste de Lyon a fini quand même par suspendre l'interdiction des véhicules critères 3. Pourquoi ? Parce que 95% des artisans, 95% des commerçants, et 99,99999% des camions qui alimentent Lyon et donc les Lyonnais fonctionnent au bon vieux gasoil
au diesel. Alors effectivement, peut-être que ça pue la clope et le gasoil, mais en attendant, c'est la seule manière d'alimenter et d'approvisionner une ville comme Lyon, et puis je ne vous parle pas de l'agglomération Île-de-France. Donc aujourd'hui, si vous pouvez décarboner les usages de mobilité des particuliers. D'abord, vous leur interdisez de rouler, vous les forcez à prendre des transports en commun, vous leur filez un vélo ou une trottinette, fût-elle électrique, et puis ça va bien se passer. Ou pas, mais on va pouvoir les contraindre. Mais il y a quelque chose que vous ne pourrez pas contraindre, c'est l'alimentation d'une région de 12 millions d'habitants qui est l'Île-de-France. Et avant que vous apportiez en tuk-tuk électrique ou en vélo cargo électrique de quoi alimenter 12 millions de personnes, eh bien, je vous regarde. Avant que vous puissiez faire une chaîne du froid entre l'usine de surgelés et le magasin Picard pour que tout le monde aille acheter sa pizza congelée pour manger le soir, qu'on mettra dans le micro-ondes pour la faire réchauffer, et si vous voulez faire ça qu'avec des vélos électriques et des trottinettes, je vous regarde. Si vous voulez changer toutes les fenêtres et mettre du double vitrage partout, et que vous allez porter ça à dos de chameau, ou à dos de gars qui pédalent, je vous regarde. Si vous pensez que vous allez pouvoir changer les vieux chauffe-eau par des nouveaux chauffe-eau thermodynamiques de 200 litres qui pèsent 250 kilos et qui en pèsent 500 quand ils sont pleins d'eau, bon, vous n'êtes pas obligé de les porter pleins d'eau, c'est une plaisanterie. Mais et que vous portez ça sur votre petit dos musclé en faisant de la trottinette avec un chauffe-eau dans le dos, je vous regarde. Pareil pour le déplacement de votre poste à souder, je vous regarde. Donc, vous avez un certain nombre de principes de réalité qui vont faire que cette transition ne peut qu'être un processus long. Donc, l'inaction climatique, il faut arrêter avec ça. Le fait de se traîner en justice en disant on va pas assez vite, on fait pas assez, on fait pas ci, on fait pas ça, tout ça, de toute façon, ne changera strictement rien. Vous pouvez même supprimer la totalité des Français. Philippe parlait de ceux qui découvraient la climatisation. Moi, je vais aller encore plus loin que ce que dit Philippe. La France, c'est 0,8% de la population mondiale. Vous pouvez demain supprimer tous les Français, empêcher tous les Français de faire des bébés. On ne va pas se reproduire. On dit que dans 50 ans, la France a disparu. Eh bien, vous aurez au mieux 0,8% de la pollution et du CO2 mondial qui aura disparu. Tout ceci n'aura aucune influence. Nous, Français, nous sommes dans l'incapacité, quoi que nous fassions, d'avoir la moindre influence sur le climat. Quoi que nous fassions, c'est perdu d'avance. Très probablement, Charles, mais ce qu'il faut comprendre également, c'est que la France, même si elle représente que 0,8% de la population mondiale, reste parmi ces pays qu'on peut considérer comme pays moteurs des innovations et des avancées, des grandes avancées de l'humanité. On peut penser aux droits de l'homme, on peut penser à la démocratie, on peut penser au siècle des Lumières. Peut-être que d'une certaine façon, la France est couverte d'une forme de responsabilité morale à l'encontre du monde entier et que les grandes avancées doivent être peut-être françaises. Non, mais là, vous êtes fort sympathique, mais là, vous faites de l'idéologie, là, d'accord? Il faut bien que quelqu'un conduise le train. Le train doit bien être conduit par quelqu'un. Oui, ben laissons faire les Chinois, laissons conduire les Américains. Soyons un tout petit peu sérieux. Là, vous faites de l'idéologie, vous faites du sentiment. Je dis pas que c'est pas bien, c'est super. Je suis un grand fan des idées, des concepts, etc. Donc, je comprends ce que vous voulez dire. Mais de manière pragmatique, quoi que nous fassions, ça ne servira à rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Et là, je vous rejoins tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut simplement dire qu'il ne faut pas, comme on dit en psychologie, surinvestir psychologiquement, politiquement, économiquement, les résultats de ce que nous pouvons obtenir. Donc, nous devons agir avec tempérance, nous devons agir avec efficacité, nous devons agir avec pragmatisme et surtout, nous ne devons pas être suicidaires dans notre manière d'envisager
la transition écologique. Donc faisons-la, menons-la, mais surtout, définissons-la. Il y a un marché extraordinaire, en fait, qui est en train de se créer. Du coup, est-ce qu'on a tout intérêt à le laisser, comme vous le dites, aux Chinois, aux Allemands, aux Américains? Est-ce que la transition énergétique ne pourrait pas être française, et auquel cas, eh bien, on en récupérerait les bénéfices? Et quand je parle de bénéfices, je parle de bénéfices sonnants et trébuchants, je parle d'argent. Charles l'a très bien dit, la transition énergétique, c'est une transition vers l'électricité. Nous avions le meilleur, le plus performant des outils, qui était effectivement la production d'énergie nucléaire. Donc aujourd'hui, si, moi je reviens dessus, mais si on parle vraiment d'une urgence, et que cette urgence s'estime à l'aune de la santé publique, la vraie urgence est une urgence écologique de dépollution. Ça, c'est prouvé que des particules, c'est cancérigène, que de l'eau polluée, ça entraîne des dizaines de pathologies. Je pense qu'on ne sait même pas en soigner la moitié. Là, il y a un vrai enjeu. Récupérer le même pour nos centrales thermiques est-allemandes, enfin... Vous voyez ce que je veux dire, les grandes exploitations là, de lignite du nord de l'Allemagne, de la Pologne, etc. On s'est brûlé ce lignite en récupérant 80%. Pratiquement, pas seulement du carbone, qu'on peut remettre dans le sol, mais on récupérait aussi ces particules. C'est des filtres, ça coûte effectivement un petit peu cher, mais par rapport à ce qu'on a investi dans l'éolien, je ne comprends pas qu'on ait pu investir en Allemagne jusqu'à 200 milliards dans des énergies renouvelables non performantes et d'être complètement passé à côté des émissions de particules qui, elles, ont un vrai impact sur la santé publique. Ils n'ont pas consacré 3 milliards pour récupérer et filtrer les fumées d'usines, ou ce qu'on rejette dans les fleuves, dans les cours d'eau, et qui polluent les nappes phréatiques. Comment on a pu s'obnubiler et mettre autant d'argent dans quelque chose d'inefficace et de laisser, là, en fait, notre industrie et notre mode de vie demeurer tout aussi polluants. C'est ça la vraie urgence, c'est la pollution. L'urgence climatique, elle n'existe pas. L'humanité, on l'a vu avec les migrations, etc., il y a eu des adaptations sur toutes les zones de la planète. Il y a eu des adaptations des populations à des réchauffements, des refroidissements. On vit très très bien au nord de Stockholm, et on vit très très bien à Fès, à Jérusalem, à Damas, à Dubaï. Regardez ce que c'est devenu Dubaï. Qui est-ce qui aurait dit qu'un jour on aurait des millions de gens vivant par 45-50 degrés? Il y avait Las Vegas au départ, mais maintenant vous avez des tas de villes où on s'est adapté à des chaleurs, c'est même pas 8,5 de plus que dans nos zones tempérées. Là, on parle de quelque chose qui est une toute autre échelle. L'humain s'adapte. Alors, est-ce qu'on peut parler d'urgence ? Non, il y a eu une adaptation. Par contre, la pollution, oui, ça, je le dis, je le répète, c'est une urgence. Donc l'urgence est sanitaire, par la force des choses, et pas réellement... Alors, surtout pas l'urgence sanitaire, pitié. L'urgence est sanitaire dans le sens où, effectivement... Ça, c'est des mauvais souvenirs, les mesures d'urgence sanitaire. Il y en a plein de types d'urgence sanitaire, et pas forcément, donc vous faites référence au dernier confinement qu'on mis sous cloche l'économie mondiale, de toute façon, l'économie mondiale. Messieurs, merci beaucoup. On va s'arrêter là, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, de m'avoir accompagné sur ce sujet ô combien délicat et encore en construction et sous interrogation, qui est celui de la transition énergétique. J'étais accompagné aujourd'hui de Philippe Béchade, Philippe qui est rédacteur en chef du site internet de la Bourse au quotidien, et également en duplex de Charles Sanage, Charles qui est économiste et éditorialiste et fondateur du site internet Insolentiae.com. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je vous rappelle que si vous voulez poser vos questions, si vous voulez répondre et nous faire part de vos retours, eh bien je vous invite à le faire sur nos différentes chaînes, et notamment sur la chaîne YouTube de TV Finance. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau numéro de Venez, on va s'expliquer. Très bonne journée sur TV Finance.